un réel plaisir de vous retrouver dans le Refresh. Je reprends le flambeau avec Diane qui vous réserve une surprise au cours de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité africaine, d'abord au Sénégal, puis ensuite en République démocratique du Congo et également le Nigeria qui sera de l'actualité. Nos chroniqueurs sont déjà en place. Ibé, bonjour. Bonjour Amina. Doyen. Bonjour Amina. La semaine, elle s'est bien passée? Comme d'habitude, tranquille et positif. Cool. Avec nous, nous avons la charmante Willy. Bonjour Amina. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. C'est bien. Diane? Amina, Un grand plaisir de te retrouver. je vois que Refresh devient de plus en plus fraîche avec toi. Normal, on apporte un grand coup de fraîcheur à l'actualité africaine et c'est maintenant. Soyez les bienvenus dans le Refresh. On commence d'abord par le Sénégal, comme annoncé dans le sommaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko ainsi qu'à celles du gouvernement. L'information a été annoncée ce vendredi par le ministre secrétaire général de la présidence dans une déclaration lue en direct à la RTS. Par décret numéro 2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes faites à Dakar le 22 mai 2026. Malgré cette volonté affichée de dialogue, plusieurs acteurs politiques ont décidé de boycotter les concertations nationales au Sénégal. N'est-ce pas, Willy? Effectivement, avant de parler du boycott, parlons d'abord de ces personnes qui ont répondu présentes à l'invitation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme par exemple, on peut noter les anciens ministres. Il faut rappeler que pour cette première phase, le chef de l'État a choisi un format inédit des rencontres directes mais restreintes au palais de la République avec d'anciens premiers ministres, anciens ministres des Finances, mais également anciens responsables de l'État. Et l'objectif affiché par la présidence est de réunir des expériences politiques différentes afin de réfléchir aux grands défis du pays, tels que la gouvernance, l'économie, la sécurité et la stabilité institutionnelle. Et parmi les personnalités invitées, j'en parlais tout à l'heure, il s'agit de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, d'Abdoul Mbaye, Amadou Ba, Hadjibou Soumaré, Sidiki Kaba, et de réunir des expériences politiques différentes afin de réfléchir aux grands défis du pays, tels que la gouvernance, l'économie, la sécurité et la stabilité institutionnelle. Et parmi les personnalités invitées, j'en parlais tout à l'heure, il s'agit de l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, d'Abdoul Mbaye, Amadou Ba, Hadjibou Soumaré, Sidiki Kaba ou encore Mame Madior Boye, même si quand même ce dernier ainsi que Sidiki Kaba n'ont pas répondu présent à l'invitation. Et après cette rencontre, après la rencontre, le président, l'ancien ministre Abdoul Mbaye a insisté sur l'urgence économique et sur la nécessité d'apaiser le climat politique afin de favoriser la relance économique du pays. Aminata Touré qui estime également que cette concertation reste un élément essentiel de la gouvernance sénégalaise. Et la personne la plus attendue était l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui était bien présent. Et selon lui, il a justement alerté sur la situation et sur les difficultés économiques actuelles et sur la dégradation des notations financières du Sénégal qui augmentent le coût de la dette du pays. Alors, doyen, quel regard lancez-vous de manière très brève sur ces consultations annoncées par le président de la République? Concertation ou dialogue? Quand c'est un dialogue, on laissera ça au niveau du terrain politique. Quand c'est une concertation, il faut que ça soit des thématiques. Vous ne pouvez pas faire venir des gens pour leur parler de l'air et du temps. Il faut des éléments concrets parce que le peuple attend des activités concrètes. Pourquoi? Parce que c'est le contexte économique, c'est le contexte politique, également plusieurs paramètres au niveau international et dans la sous-région. En tout cas, l'issue de ce dialogue est très attendue par les Sénégalais et on va directement à la République démocratique du Congo où les autorités sanitaires surveillent de très près une nouvelle flambée d'Ebola dans l'est du pays.
Et même l'Organisation mondiale de la santé a renforcé sa surveillance après la découverte de plusieurs cas dans la province de l'Ituri. Selon les autorités sanitaires, plusieurs centaines de cas suspects sont actuellement analysés et plus d'une centaine de décès font l'objet d'investigations médicales pour avoir des bons chiffres, bien sûr, avant de les partager. Cette épidémie est liée à la souche Bundibugyo. C'est une variante du virus Ebola pour laquelle il n'existe pas encore le vaccin homologué spécifique, raison pour laquelle c'est un peu compliqué actuellement. Et les premiers cas auraient été détectés dans des zones minières très fréquentées de l'Ituri avant que le virus ne commence à circuler dans plusieurs localités du dit pays. Des agents de santé figurent parmi les personnes les plus touchées, ce qui augmente les inquiétudes des autorités sanitaires. Autre source très importante et préoccupante, Aminata, des cas importés ont déjà été signalés à Ouganda après des déplacements de personnes venant de la RDC. Les experts actuellement y craignent beaucoup plus une large propagation en Afrique à cause des déplacements des populations, de l'insécurité également qui règne actuellement à l'est du pays, mais et des difficultés d'accès aux soins dans certaines zones à cause des conflits qui règnent actuellement. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une zone fortement marquée par une insécurité notoire et notamment les déplacements de population. Cela ne complique-t-il pas cette volonté des autorités de bien contrer cette épidémie ? Et justement, pour tenter de contenir l'épidémie, les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr, renforcent actuellement 3 points que sont les centres d'isolement, la surveillance des contacts, mais également les contrôles sanitaires au niveau des frontières. Et là, nous allons terminer avec le Nigeria où il y a une vive polémique autour de l'âge d'un jeune candidat aux législatives qui provoque un vif débat sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Cette affaire relance justement aussi le débat sur la place des jeunes dans la vie politique nigériane. Effectivement, c'est un sujet assez drôle, polémique entre guillemets, parce qu'actuellement au Nigeria, ils préparent les prochaines élections législatives prévues en 2027 et déjà les gens commencent à être sur le terrain. Alors, il y a un jeune qui s'appelle Mahmoud Sadis Buba, c'est un jeune membre du parti au pouvoir, All Progressive Congress, qui affirmait avoir l'âge de 30 ans afin de pouvoir briguer un siège à la Chambre des représentants. Mais selon une enquête qui a été menée par un média qui s'appelle People Gazette, basée sur les registres de la base nationale d'identité nigériane, le candidat serait en réalité âgé de 15 ans parce qu'il est né en 2010, sur les informations qui ont été divulguées. Et l'affaire a rapidement, par la suite, pris une très grande ampleur dans les médias du moins nigérians, mais également sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. Et le jeune homme s'est fait connaître, il faut le noter, au Nigeria. La loi impose minimum 30 ans en fait pour pouvoir être candidat et être éligible en siège à la Chambre des représentants. Alors malgré tout cela, malgré cette polémique entre guillemets, le candidat a bénéficié du soutien de plusieurs figures proches du pouvoir, notamment du vice-président Kashim Shettima. Et face à cette polémique grandissante et après les révélations sur son âge, Mahmoud Sadis Buba a finalement retiré sa candidature. Merci Willy pour ces précisions. Et là, sans transition, nous allons directement parler de la Côte d'Ivoire où les musulmans, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, préparent activement la fête de la Tabaski. Et parmi les courses obligatoires, l'achat d'une bête pour le sacrifice. Actuellement, c'est très difficile pour les pères de famille, il faut le dire, mais à Abidjan, les fidèles peinent à se procurer le précieux sésame, comme le montre ce reportage de notre correspondante Kouassi sur place. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Refresh. À quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski, les fidèles musulmans prennent d'assaut les parcs à bétail pour l'achat de la bête à immoler le jour de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Mais ces marchés sont-ils suffisamment approvisionnés? Comment s'organise-t-on pour en assurer l'approvisionnement? Les prix sont-ils accessibles aux populations? Acteurs de la filière, gouvernants et population se prononcent sur la question. Parc à bétail d'Adjamé, une commune située au nord d'Abidjan. Abdoulaye a bravé la fine pluie de ce début de matinée pour venir se procurer un mouton pour la Tabaski. Mais les prix des bêtes semblent dépasser ses possibilités financières.
Ah, les moutons sont chers. Hein? On est rentré dans un premier coin là-bas. Là. Il parle de 280 000, 300 000, les petits moutons. Après la visite de plusieurs enclos et des heures de marchandage, Abdoulaye a fini par trouver chaussures à son pied. Je viens de trouver un mouton. Je me suis entendu avec l'acheteur, le vendeur du moins. Je l'ai eu à 180 000. Les vendeurs n'ont qu'à essayer de voir. Voilà, s'ils ont un peu d'intérêt, 10 000, 5 000, ils n'ont qu'à vendre. C'est pas dans tout, on gagne beaucoup de bénéfices, quoi. Les vendeurs, eux, tentent de justifier cette flambée des prix des bêtes. Quand les clients viennent, on dit le prix, ils trouvent que c'est trop, que c'est beaucoup cher. Donc ça dépend de la manière nous aussi, on s'en va récupérer pour venir. Où tu avais l'habitude de prendre à 150 000 et puis on te vend à 200 ou ça, à 350 000, tu es obligé de venir augmenter encore. Donc ça fait que beaucoup de clients viennent, ils se retournent, ils vont encore, ils viennent, ils trouvent que cette année que c'est un peu... Voilà, nous, ce n'est pas de notre faute aussi. Voilà, si on peut trouver une solution à ça, et puis ça peut devenir un peu facile pour nous aussi sur le terrain, ça va nous faire plaisir aussi. On demande aux acheteurs de venir vite commander. Sinon, il n'y aura plus de moutons. Parce qu'il n'y a pas tous les camions qui sont entrés dans le pays. Les moutons qui sont ici, ça ne suffit pas les gens. Comme les frontières sont fermées, donc il y a beaucoup de moutons même qui sont déjà ici. C'est déjà acheté. Donc, ce qu'on peut dire, on doit prier pour qu'il y ait plus de moutons. Le gouvernement, lui, veille au grain. Pour s'assurer de la disponibilité des bêtes à des prix abordables pour la population, le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité quelques parcs à bétail d'Abidjan. Nous avons vu que le parc est alimenté. J'ai eu à m'entretenir avec les responsables du parc qui m'ont dit que l'année dernière, c'était les mêmes éléments et qu'au finish, 12 000 bêtes sont reparties invendues. L'émissaire du gouvernement appelle de tous ses voeux l'atteinte de l'autosuffisance en bétail par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 44 à 45% que nous arrivons à couvrir et le gap est fait par les pays qui nous environnent. Mais c'est un appel à la jeunesse, c'est un appel au pouvoir public pour encadrer et structurer cette filière de sorte à ce qu'on puisse au moins assurer l'autosuffisance dans cette matière-là. En attendant, les musulmans de Côte d'Ivoire espèrent toujours pouvoir s'offrir une bête à la hauteur de leur bourse pour l'Aïd el-Adha, prévu le 27 mai prochain. Alors, ce n'est pas une correspondante, mais bien un correspondant, Marchaudé, Kouassi. Toutes mes excuses. Mais là, on revient sur le débat. C'est une période très difficile pour les chefs de famille. Oui, la Tabaski est devenue une compétition sociale, alors qu'en réalité, c'est le moment de solidarité. Il me semble qu'il serait très important que chacun puisse prendre conscience et puis avoir le caractère bien trempé, de ne pas aller à des prix qui ne répondent plus aux critères religieux. Un mouton à 150 000, nous on refuse. Si on n'a pas un mouton à 100 000, on ne fait pas la Tabaski et on avance. Et cela nous mène justement à Niamey où les prix de moutons varient selon la bourse et les éléments de réponse dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous recevoir chez vous. Je suis Boubacar Ibrahim depuis Niamey pour le Refresh. Et donc à travers ces reportages qui vont suivre, nous vous amenons dans l'ambiance des marchés pour vous faire découvrir les prix des moutons à Niamey. À quelques jours de la fête des Tabaski aux fêtes des moutons, comme on le dit couramment ici, Niamey, la capitale du Niger, est marquée par la cadence de la célébration en perspective. Ici, nous sommes dans une partie de l'un des plus grands marchés à bétail du 2e arrondissement communal de Niamey. Les prix des moutons, d'après un vendeur qui déplore aussi la rareté des clients, varient de 75 à 500 000 francs CFA. Kalam ko 500 000 afeji gono din ka habora o hadeni ziba de dan non ngidi asinta bani wallahi. Les prix des moutons varient en fonction des bourses. Le problème est que les gens viennent avec peu de moyens et réclament des moutons qui dépassent largement leur capacité. On kan ngide o din ka habora ngidi ami won man tiadin iboray man tafo I zanum gono mo sinal man yoguna so ni godi wayne o kan godi ne be nganda wayne sidan charga wala to barka wayne ni ngide ne ka din den se wayne kunu ko funu ne wala almano chada
wodi ngi problem mo de de ngi gabo de na ba wasin problem fo no ni na de no zama c'est vrai alman sinur ko mino bani. Les moutons ne sont pas les mêmes, il y a des petits et des grands. Leur prix varie aussi en fonction de la race. Les causes de cette hausse sont, selon certaines informations, principalement dues au coût élevé des transports et aux difficultés économiques. Pourtant, pour canaliser les prix, une interdiction d'exporter du bétail décidée par le gouvernement nigérien est toujours en vigueur. La Tabaski, c'est le sujet du moment et là, nous revenons au Sénégal où, au-delà de la célébration religieuse, cette fête soulève aussi des questions liées aux regards sociaux, aux apparences et parfois aux pressions que subissent certaines familles. C'est le regard que nous propose cette semaine Ibouba dans son édito. Oui, Aminata, nous avons deux constats lors de la Tabaski et qui est lié à des autorités institutionnelles, que ce soit étatiques et religieuses. Nous allons parler de l'imam lui-même d'abord. Le jour de la Tabaski, l'imam qui est souvent un retraité, qui n'est pas ou qui n'est plus très actif dans le monde du travail, n'a pas de gros revenus et souvent de conditions assez modestes. Ce qui se passe, c'est que ce jour-là, il a un boubou qui coûte au moins 500 000 francs CFA, un revenu annuel pour certaines catégories sociales. Et ensuite, il a un gros bélier qui serait autour de 800 000 à 1 million de francs CFA. Premier signe de solidarité, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de se dire la pertinence à la place d'égorger un mouton à 800 000? Pourquoi l'imam ne donnerait pas d'abord le signe de solidarité envers les familles modestes, envers ces pères de famille qui souffrent d'avoir un bélier à 100 000 francs CFA? Si on était dans une utopie, de se dire, l'imam, à la place d'égorger un mouton à 1 million de francs, va prendre 10 moutons à 1 million de francs et de pouvoir égorger un mouton, presque ce qu'on appelle un raïul moudé. Le père de famille qui l'observe, qui le voit et qui le prend comme guide, il va être à l'aise parce qu'il pourra dire que même l'imam a égorgé un mouton normal. Il n'est pas allé dans la surenchère et dans le vêtement. L'autre point également que j'ai pu constater, vous savez que dans l'islam, quand l'imam est là, il a ses adjoints. Ses adjoints sont juste derrière pour, dans le cas où il a un malaise, dans le cas où il a un oubli, dans le cas où il faut reprendre la prière. Mais si vous observez les photos ou beaucoup de choses, ce ne sont pas les responsables qui sont là-bas habituels. Au moment de fête de Tabaski ou de Korité, on écarte ce qu'on appelle les adjoints de l'imam et on amène qui? On amène le maire, on amène un ministre, on amène le président, on amène un premier ministre et qui sont derrière. Mais ils ne représentent pas l'islam. Ce qui n'est pas recommandé d'ailleurs dans la religion. Au contraire, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux jeunes. On les envoie que le jeune qui est là-bas chômeur, qui devient maire, qui ne sait peut-être même pas lire très bien le Coran, avec ses amis qui ont à peu près fini ou écrit même le Coran, ils vont se retrouver derrière parce que lui, il est maire. Il va être devant, alors que l'autre qui a la légalité et légitimité religieuse va être derrière. Donc ces messages-là qu'on envoie de manière subliminale et forte et violente, à mon avis, ce sont des questions à se poser. Et justement, quel est selon vous ce rôle que doivent jouer justement les guides religieux, les autorités et même la société pour remettre davantage de sobriété au cœur de cette fête? Comme disait l'autre, remettre l'église au cœur du village. Il y a les fondamentaux. Les fondamentaux de la religion musulmane reposent sur la solidarité, sur la sobriété et surtout sur le respect par rapport à la légitimité religieuse. Et en tout cas, merci vous, toujours pertinent avec les éditos. Merci. Alors, nous restons toujours au Sénégal avec une autre affaire qui fait beaucoup réagir ces derniers jours, une affaire qui touche cette fois à l'identité, aux documents administratifs et à la crédibilité même de l'État. Place au trade avec Ibrahim Tramé. De retour sur le plateau pour parler de ce séisme judiciaire avec un face-à-face de lutte qui tourne justement, la répétition elle est pédagogique, au séisme judiciaire. Une vidéo d'un présentateur de télé qui dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence. Il faut suivre la vidéo d'abord. ci weeru janvier laa juddoo ñu déclaré ma ci mairie Pikine ville de Pikine bi ma juddoo ba dem ci toll ci war a am carte d'identité maa ngi nekkoon ci benn école de football
ñu wutal ma carte d'identité boobu ñi ngi am basang yi mooy carte d'identité basang yi ñuy tijji. C'était pas numérisé. ma am ci carte d'identité yooyu dem di ci football continue nekk ci docteur ba ñu war a am carte d'identité numérisé man ma war a voyager ci football. loolu nag li ma lay waaj a wax moo ma dëj Sénégal ba tey jii. bi ma waree voyager ma dem di uti passeport. bi ma demee uti passeport déposer sama passeport ñu rejeté ma. man lu tax ñu rejeté ma ñu ne da ngay dellu ci mairie bi nga juddoo fi ñu la déclaré. ndax yow sa këyit bii nga indi fii pour am passeport dafa am keneen ku tudd Mamadou Saliou Diallo ku ci am këyit ba noppi moo tax yow mënoo am passeport ci këyit bi. man loolu nu mu mënee nekk te man këyit bi ci lañ ma déclaré numéro bi mooy numéro 718 du registre 1988 xam nga jàpp naa ko. maa moom këyit boobu bi ma juddoo ba tey saa yu ma musee ut extrait ci su may dem Pikine du ma wax damay ñëw rek ne numéro 718 registre 1988 mooy sama numéro. ñu wax ma ni mënatoo am këyit ci numéro boobu parce que jaay nañ ko ku ñuy wax Mamadou Saliou Diallo docteur li ma lay wax ni def na plus de 10 ans. maanaam sa nationalité sénégalaise dañ jaay sama nationalité sénégalaise dañ jaay keneen docteur def na plus de 10 ans. à chaque mënuma am benn këyit. Ce sujet interpelle vraiment les autorités sénégalaises. Au fond, quelles sont, selon vous, les vraies conséquences de ce phénomène? Alors, les conséquences sont graves et à des niveaux très différents. D'abord, par rapport aux Sénégalais lambda, comme Modou Mbaye, justement, qui se retrouvent bloqués administrativement parce que ces papiers ont été vendus. Ensuite, pour la sécurité nationale, cette fraude touche à la souveraineté même de l'État. Elle peut ouvrir la porte à des usurpations d'identité, des activités criminelles internationales et même des manipulations des listes électorales. Et puis, il y a une conséquence qu'on n'évoque pas souvent, c'est la xénophobie. Parce que quand l'histoire de Bébé Diène a éclaté, la première réaction d'une partie de l'opinion, c'est cette méfiance généralisée envers tous les étrangers. Et on ne parlait plus d'un étranger qui a fraudé, mais on parlait plutôt de ces étrangers qui nous volent nos papiers, qui nous volent nos emplois. Et on le sait, c'est exactement le terreau sur lequel prospère la xénophobie. On l'a vu récemment en Afrique du Sud. La frustration économique mal canalisée finit toujours par se trouver un bouc émissaire. Au Sénégal, pays de la Teranga, pays d'accueil par tradition et par culture, ce glissement pourrait être très dangereux pour la société. Amener ce glissement à une chose xénophobe, ethnique, ou à réduire ce problème à une communauté, je pense que c'est très très mal réfléchi. En fait, ce problème est d'abord sénégalais. Ce problème, il est d'abord sénégalais. C'est-à-dire que nous, on a des fraudeurs parmi nous, Sénégalais, qui sont nés ici, qui sont grandis ici et qui travaillent dans des ce soit de mairie, dans l'administration. Mais l'État doit prendre sa responsabilité. Je pense qu'il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. On parle de digitalisation de l'état civil, on a avancé sur ça. Je pense que Ibou même en a travaillé à un certain moment. Mais le problème, c'est que même la transformation digitale de l'administration peine à arriver à un certain niveau parce que le système est toujours là. En fait, donc je dis que le Sénégal, c'est un pays de teranga. On accueille les étrangers volontiers, quoi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que parmi nous, il y a des nous qui préfèrent vivre de nous. Et ce qui n'est pas normal. Oui. On en vient maintenant aux solutions. Diagne l'a évoqué tout à l'heure, cette digitalisation. On le dit, c'est la seule, en tout cas, issue. Oui, le seul moyen qu'on peut trouver pour régler ce problème. Et la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal commence déjà à faire bouger les lignes. Le gouvernement prévoit à travers le projet NECAL de digitaliser 19 millions d'actes provenant de 596 centres d'état civil à travers tout le pays. Alors, l'idée est simple. Quand tout est numérisé et interconnecté, il est quasiment impossible d'attribuer un numéro d'acte à quelqu'un d'autre alors que le numéro est déjà enregistré. Donc, c'est une étape décisive avec aussi la signature d'un protocole d'interopérabilité entre l'Agence nationale de l'état civil et la direction de l'automatisation des fichiers. L'objectif, c'est de renforcer la sécurité, la fiabilité et l'interconnexion des données d'état civil et d'identité numérique. En clair, toutes les bases de données de l'État qui parlent enfin le même langage. Et pour terminer, Amina, l'affaire Bébé Diène a visiblement accéléré les choses. Cette semaine, en Conseil des ministres, le président de la République a demandé à son ministre en charge des collectivités territoriales de lui présenter d'ici la fin du mois de juin 2026 un plan d'urgence complet
pour garantir une conservation ultra sécurisée de nos registres. Aussi, d'ici août 2026, de grandes concertations, excusez-moi, seront organisées pour repenser la gouvernance de l'état civil au Sénégal. C'était ce qu'on avait à dire par rapport à ces fraudes sur le monde. D'ici 2027, au Sénégal, il faut construire un palais des concertations. Il y en a beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Parce qu'en réalité, l'état civil n'est pas juste l'acte de naissance. C'est vrai. Il y a l'acte de décès, il y a autre chose. Il y a à peu près, dans les estimations qu'on connaît, entre 200 à 300 millions d'actes. Là, on parle de 19 millions. C'est le début d'un échec. Il me semble qu'il faut comprendre une chose. Ceux qui naissent aujourd'hui pour le futur, ça, on sait faire. On saura digitaliser. Mais ceux qui sont sénégalais depuis 1922 ou 1916, il est quasi impossible. Ceux qui sont nés à Gorée, ceux qui sont nés à Rufus, ceux qui sont nés à Dakar, dans certaines zones, et en fait à Saint-Louis, il est quasi impossible. Moi, je pense qu'il faudrait qu'un instant que l'État se dise qui sont les acteurs qui sont en charge de ces activités. Ce sont des politiciens. Le politicien n'a pas vocation pour porter ces choses. Il faudrait qu'on prenne des technocrates et qu'on déleste totalement de l'État. Et surtout au niveau des mairies. Le foncier, c'est la mairie. L'éducation, c'est la mairie. L'état civil, c'est la mairie. Ils n'ont pas les compétences. Ce sont nos chômeurs, nos acteurs sociaux qui sont dans nos quartiers, dans nos villages, qui ne font presque rien, qui vont aller faire la politique et qui deviennent nos maires. Mais grand, à ce niveau, je pense qu'aussi dans les collectivités locales, bon, il n'y a pas que des chômeurs, il y a des gens valeureux qui sont dans les quartiers, qui veulent investir, travailler. Les travailleurs ne restent pas dans nos quartiers. Non, mais je pense que moi, bon, je viens des quartiers. Chaque jour, je vois des gens valeureux qui s'investissent dans l'action des quartiers et forcément qui veulent s'investir dans le développement. Ce sont nos cas sociaux qui sont devenus nos maires. Non, ce n'est pas des cas sociaux forcément. Il y a des personnes valeureuses qui veulent faire changer des choses. Celui que tu donnes 2000 francs là, qui paye la taille, c'est lui-même qui est responsable. Non, mais honnêtement, je vois des personnes, mais je vois des jeunes de plus en plus engagés et même des personnes qui veulent être responsables dans le. Je n'ai pas dit tout, mais la grande masse, oui. Non, pas la grande masse. Moi, je pense que cette période, elle est revenue. Je pense que durant les élections locales précédentes, il y a eu plusieurs jeunes maires qui ont été élus. Je parle de Yoff, Parcelles, entre autres communes. Il y a plusieurs jeunes maires et qui sont même issus du parti qui est actuellement au pouvoir. Je pense que la tendance, elle change. Maintenant, essayons de voir. Le problème, c'est pour moi, il y a deux aspects. C'est la digitalisation et comme on dit souvent, la transformation digitale, ce n'est pas une question de matériel, c'est une question de mindset. Vous savez, quelqu'un qui est né demain, pour lui donner le document, il faut aller en arrière pour récupérer les documents de ses parents. Et c'est là où se trouve la fraude. Donc, toutes les conséquences deviennent des fraudes. Mais anyway, c'est une question de voilà, c'est une question de stratégie. C'est pour ça que je pense que c'est possible de régler le problème, à mon avis. Si c'est un changement de mentalité, le problème est plus profond. Donc, c'est sociologique. Il faut aller voir les socio-anthropologues, etc. C'est un souci de gouvernance. Il faut la stratégie, il faut délester certains secteurs des politiciens. Mais ce n'est pas une question de politiciens. Même le politicien, il est entouré de personnes professionnelles et qui peuvent faire ce travail. Il y a même certains morts qui continuent de circuler avec des documents. On sait, mais grand Ibou, il y a des choses qu'on peut régler. Il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Mais ceux qui savent, en général, tellement qu'il y a de la médiocrité, ils préfèrent s'abstenir. Vous avez vu les conséquences avec le Sud, etc. Ils sont bien structurés. Et si on met les bonnes personnes, comme il dit, à la place qu'il faut, je vois mais les premiers fraudeurs se trouvent dans les navétanes d'abord. Le Sénégalais qui fraude sur son âge, c'est pour jouer au football. Mais c'est ça la réalité. Je ne suis pas d'accord. Mais les ASC, pourquoi il y a des... Combien de fois on a porté quelqu'un sur sa licence et finalement ça s'avère que ce n'était pas le gars? On est d'accord sur le fait, mais moi je pense que si c'est bien encadré, si l'État fait son travail, même au niveau local, il n'y a pas que des... Il faut des sanctions. Pas que des sanctions. Beaucoup de sanctions. Il faut que les gens prennent leur responsabilité. Beaucoup de sanctions d'abord. Je vois que le sujet tient beaucoup à cœur. Hein. Il tient beaucoup à cœur. En tout cas, merci pour cette rubrique. Et là, on va passer maintenant à Fierté locale. Direction Saint-Louis du Sénégal, à présent, entre patrimoine historique, créativité et entrepreneuriat local, certaines initiatives tentent de redonner une nouvelle dynamique à la ville. Bonjour Diagne. Bonjour Aminata. Dans Fierté locale, on met en valeur ces personnes qui sont en Afrique, qui disent qu'ils ne vont pas en Europe, mais qu'ils vont rester sur leur terre et qui vont développer leur terre. Ce profil, il est assez inspirant parce que la dernière fois, sur le plateau, tu as dit que tu as bien aimé l'ambiance à Saint-Louis, dans le festival de jazz. Et dis-toi bien que toute cette ambiance, tout cet écosystème a été créé par une seule personne. On est d'accord, il y avait le festival de jazz. Mais dans le festival de jazz, il y a des offres. Et dans les offres, il y a des initiatives personnelles. Et dans ces initiatives personnelles, il y a un jeune qui était parti au Maroc pour jouer au football et qui est revenu, qui a créé un petit pub de café,
qui s'est dit, non, je n'ai pas les moyens de venir à Dakar. Je reste à Saint-Louis, je crée mon petit coin. Et petit à petit, ce petit coin s'est développé et ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Allons à sa découverte de Moussa Alemao Niang. J'étais footballeur professionnel, dans le Maroc du football. Après, chaque jour, j'étais dans les terrasses où nous jouions entraînement. Donc, après chaque entraînement, donc, on buvait un café avec les amis. Nous donnions que, xam nga, légui nak bi ma ñibbi au Sénégal, lolu daf ma manqué quoi. Mo ne pourquoi pas me créer ko. Xam nga, amona ay café fi nekkon, etc. Mais gars yi li ñu doon soxla deug di ko fil avec les jeunes, xam nga, nek dans des spots yo xamni gars yi dañ fi dajé. Manam coffee culture ak connexion. Mais pourquoi pas créer le Farmers Coffee Shop nek ben style de vie bo xamni dafay nekk dafay africain dafay sénégalais dafay nekk dañuy soxla suñu patrimoine quoi. Farmers nag nekk benn coffee boo xam ne c'est plus qu'un café, c'est un lieu de convergence, de rendez-vous pour tous les jeunes acteurs culturels, xam nga, les universitaires, etc., les touristes. moo tax mu nekk lieu boo xam ni voilà gis nañ mu demee loolu moo tax ñu ñëw Saint-Louis suñu ville natale ñu màgg fi nànk te nag histoire bi dem na ba benn instant boo xam ni mu am benn dog-dog bu ñu dal léegi ñu remonter la pente ñëwaat xam nga festival de jazz dafa nekk ma leen di remercier waale de au passage dafa nekk benn association bu am solo boo xam ne depuis 34 ans ñu ngi organiser benn événement bu mag boo xam ne dafay dooleel musique surtout notamment le jazz ñu daan organiser ay concert off léegi concert off yi dem ba benn instant mu xaw a slow depuis le Covid ñun ñu nekk ay acteurs culturels ubbi coffee shop ñu ne pourquoi pas waruñ ci jàpp teg benn affaire boo xam ni nit ko gis dafay am envie ñëw ci festival bi loolu moo indi welcome party ak collaboration ak outside loolu moo indi suñu show bi ñuy def ak en collaboration avec Texi LBK loolu moo indi li ngay gis nii yëpp Farmers nag li tax mu nekk un lieu incontournable dafa nekk benn spot boo xam ne mag ndaw góor jigéen professeur ay autorités ñëpp fii ñëw lu tax dama jàpp ne dañu démystifier léegi ñun dañu war a génn happy dund lépp aju ci lu rafet. dama mës a gëm ni Sénégal sama réew fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo donc lépp lu ma war a am fii laa ko war a mën a amee te mën naa génn Sénégal mais ça doit être des opportunités professionnelles waaw mais parce que man dëkkuma France dëkkuma États-Unis dëkkuma feneen Sénégal laa dëkk fi laa xam sama yaay fi la nekk sama papa fi la nekkoon samay sœur sama soxna ñëpp fi lañ nekk donc du yoon ma fi jógee di dem feneen foo xam ne xaw ma ko donc fii laa war a mën a make money quoi tu vois donc moo tax bu ñu créé Farmers Coffee mën nañu am ay opportunités professionnelles génn dem jàngi li ñu soxla wala wuti leneen ay ouverture et cetera mais Sénégal xalaatuma ko quitter quoi parce que Sénégal mooy sama réew xam ni dañ koy tudd partout dans le monde notamment comme Farmers et cetera donc c'est ça donc projet Farmers mooy ubbi benn maison de torréfaction boo xam ne dañuy am autonomie ci wàllu saaf café dañuy am production bu doy dañuy am voilà café de qualité donc préparé nañu am nañ suñu espace boo xam ni dinañ ko def une maison de torréfaction bu mucc ayib ba nga xam ne dinañ suñu café bi ñuy defar dina mën a wër àdduna donc c'est ça le projet boo xam ni daar de Farmers Coffee war nañ ko def aussi war nañ ñu bàyyi xel jeunesse bi ni nga xam ni ñooy organiser ay événements culturels ba nga xam ni lépp lu ñuy organiser danañ ko organiser dans les règles de l'art ñu am ci accompagnement autorité yi am ci accompagnement société civile ak ñëpp. Et là, nous parlons du Farmers Coffee Shop, n'est-ce pas, Diagne? Oui, Aminata, c'est avec fierté que je parle de lui parce que en fait, il a été résilient. Il a été très résilient. Quand on voit ce qui est devenu Farmers Coffee aujourd'hui, et juste il a dit dans cet élément, quand il parle de les Wolofs le disent doc, c'est comme on dit, à un certain moment, il a connu une épreuve très dure. Farmers Coffee Shop a eu un incendie, tout a été calciné, mais il a été résilient et il est allé de l'avant. Et c'est comme ça que Saint-Louis, Farmers Coffee Shop est devenu un espace incontournable. C'est comme on dit, c'est the place to be. Et ce qui m'a plu dans ces mots, c'est que comment est-ce que tu te projettes? Il dit que moi, je veux investir ici, ma famille est ici. Et il ne manque pas d'opportunités, mais il veut réaliser ici. Et c'est voir tout l'écosystème qu'il a créé autour de cette activité, en fait. Aujourd'hui, tu pars à Saint-Louis, tu pars à la ville, si tu ne pars pas boire au café, même si tu as raté ton séjour. Non, tu as raté ton séjour.
Et là, ça fait vraiment plaisir de voir des fils du pays investir pour le développement de leur pays. Voilà, ça fait très plaisir quand même. Ce sont des endroits où la socialisation elle est très forte. Quand on parle de Saint-Louis, ville d'histoire, quand on parle d'un individu qui quitte Saint-Louis pour aller au Maroc, c'est une traversée qui est normale. On en reparlera un jour parce que la gouvernance de l'eau au Sénégal a commencé par Saint-Louis. Parce que Saint-Louis jusqu'au Caire, tout est désert. Donc il quitte son Saint-Louis et il va au Maroc. Et il revient encore là-bas. C'est l'autorésilience. Parce que dans sa traversée, dans sa quête de savoir, c'est comme le livre de Paulo Coelho sur l'alchimiste. Il revient pour voir que son terreau pour se faire est là. Et surtout dans un endroit de convivialité. Il n'a pas essayé de concurrencer tout ce qui est jazz ou existant, mais de créer un nouveau monde. Ce nouveau monde-là, c'est un reflet de tout son parcours qu'il a eu à faire de l'extérieur, au-delà de son fleuve, et de revenir dans ses terres. En tout cas, ça fait plaisir de voir des jeunes s'investir autant. Et on a vu aussi les images qu'on a véhiculées sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup d'ambiance. Non, mais il y avait beaucoup d'ambiance et ça donnait même envie d'être. Mais maintenant, comme que vous m'avez donné une rubrique qui me permet d'aller sur le terrain, de découvrir, d'aller de gauche à droite, je vous le dis, vous ne m'aurez pas tout le temps sur ce plateau. On a fait ça. Donc, je me ferai un plaisir d'aller tout le temps sur le terrain et de vous amener des pépites comme ça. Parce que honnêtement, ça fait plaisir. Bien chez vous. Merci, bien chez vous. Et même reformuler, renommer la rubrique African Dreamer. Comme ça, quelque chose comme ça pour vous montrer qu'il y a des jeunes qui sont dans ce continent parce que ce n'est pas évident. Oui. Pour nous, il faut qu'on essaie de montrer aux jeunes que le rêve africain il est possible. Oui. Je pense que Refresh même a cette ambition parce qu'il faut le faire. Mais ce n'est pas évident, c'est compliqué. Tout à l'heure, quand on discutait avant l'émission avec Ibouba, on parlait de ces jeunes qui veulent rentrer au pays parce que c'est plus évident en Europe, mais il faut qu'on les accompagne, qu'on leur donne le cadre. Lui, il l'a dit. Avoir des initiatives, c'est bien, mais on connaît tous, il y a des goulots d'étranglement de gauche à droite quand tu es jeune, mais il y a besoin de les accompagner. Et je pense qu'à travers ces rubriques, on va essayer de les montrer, pas tout le temps sur le plateau, sur le terrain, si vous me laissez 2 ou 3 temps. Il voudrait faire du tourisme, en fait, c'est ça. Il voudrait faire du tourisme. En tout cas, ça fait plaisir, Et justement, le Refresh, c'est la plateforme idéale pour mettre en lumière ces talents africains. Ce qui nous mène à la fin de cette première partie. On se retrouve dans un instant dans la seconde partie. Et c'est parti pour la seconde partie du Refresh. Sur notre plateau, nous avons Laura qui nous rejoint et Mohamed Sissa. Bonsoir Aminata. Alors, bonsoir à tout le monde. Vous êtes de pêche? Ah ben toujours. Vous êtes d'attaque? Toujours dans le Refresh. Avant d'en venir à vous deux, nous allons directement regarder un reportage qui est très intéressant. Il s'agit de la transformation des fruits locaux au Sénégal, notamment la mangue, pain de singe, goyave, entre autres. Ces filières permettent de produire des jus, sirops, confitures et purées destinés aussi bien au marché local qu'à l'exportation que je vous propose de découvrir. Dans cette boutique sont exposés différents fruits locaux, essentiellement transformés pour une meilleure utilisation et une conservation plus durable. Ces produits du terroir, valorisés sous diverses formes, témoignent du potentiel des ressources locales dans la promotion d'une alimentation saine et accessible. Donc là, nous avons le rayon des poudres de jus locaux. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons plus de 12 variétés de poudres de jus locaux. Parmi ces poudres-là, nous avons les poudres de moringa, bouillie, solom, autrement appelé tamarinier noir, bissap blanc comme bissap rouge. Nous avons aussi les poudres de gingembre, ndir, autrement appelé chouché. Nous avons les cocktails de bouillie fraise et bouillie solom. Nous avons aussi les poudres de gingembre. Nous avons en même temps les poudres de cannelle, petit cola, clou de girofle et vétiver. En dehors du moringa, par exemple, on peut attaquer nos tisanes. Nous avons plusieurs variétés de tisanes. Et ces tisanes aussi sont savoureuses et bonnes pour la santé. On peut prendre l'exemple du was, par exemple. Le was est réputé pour faciliter la digestion. Donc c'est un mélange de gingembre, petit cola, clou de girofle et feuilles de menthe. Donc quand on parle de fruits locaux, donc, on fait allusion à leurs apports qui sont bénéfiques par rapport à notre système immunitaire, par rapport à notre santé. C'est-à-dire quand on recommande de consommer les fruits de manière générale, surtout les fruits locaux, donc on favorise tout simplement leurs apports en vitamines, sels minéraux, oligo-éléments qui non seulement renforcent le système immunitaire, mais également apportent beaucoup d'antioxydants qui nous aident par rapport aux radicaux libres
qui sont la plupart du temps cancérogènes. Ces aliments riches en vitamines et en valeurs nutritionnelles sont bénéfiques pour la santé. Les réseaux sociaux constituent de véritables outils de communication permettant de mieux faire découvrir et promouvoir ces produits locaux auprès du grand public. On est au XXe siècle et on est dans un monde qui est tellement connecté, de telle sorte qu'une personne ne peut pas passer toute une journée sans pour autant regarder son téléphone. Même si vous avez fait la remarque comme moi, actuellement, tous ceux qui font déjà ça, ils prennent d'abord le temps d'aller sur les réseaux sociaux pour voir est-ce que ce produit existe sur le marché, si oui, dans quelle zone et quel est le coût avant d'aller directement au marché. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait focus sur les réseaux, notamment sur TikTok, Instagram et Facebook. Un reportage signé Moussa Mané et Babacar Mboub. Et ça nous donne maintenant la place au Digital Trend avec Mohamed Sis. Très ravi de te retrouver sur ce plateau, Aminata. Quelles sont les informations, justement? Alors, première information de taille. Aujourd'hui, on parle notamment de la liste des lions, des 26 lions qui sont retenus pour le mondial aux États-Unis et au Mexique. Une vidéo qui a été présentée avec de l'IA, 100% d'IA, des images animées qui aujourd'hui illustrent un peu la vitalité et de la créativité un peu de notre écosystème digital. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que c'est une vidéo qui a été un peu décriée chez nos compatriotes et qui est très appréciée d'ailleurs en dehors de notre pays, pour voir un peu ce que vous en pensez. Mon avis. On est champion du monde. Si c'est la présentation, on est champion du monde. Moi, perso, ça m'a donné une grosse chair de poule. Et j'étais tellement fière d'entendre les noms qui ont été sélectionnés. Ouais. Ça serait bien quand même qu'on regarde la vidéo. Vous en pensez quoi? On y va. buur jóg jot na ana bañkat yi ana jàmbaar yi gaynde yi. Une vidéo qui donne vraiment de la chair de poule. Et ce qui fait le plus plaisir, si je ne me trompe pas, Mohamed Sis, ce sont des jeunes qui en sont à l'origine. Oui, ce sont des jeunes qui en sont à l'origine d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la fédération leur a donné la parole sur leur page pour qu'ils expliquent justement comment ils ont produit cette vidéo. Cette vidéo qui, pour moi, est une prouesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça allie la culture sénégalaise à la créativité sénégalaise, tout simplement. Pouvoir faire parler du contenu qui, de base, était figé, pouvoir utiliser des figures réelles dans un monde virtuel, pour moi, ça, c'est une prouesse. Et le Sénégal fait partie justement de ces pays dont les jeunes ont plein de créativité. Alors, Laura, quelle est cette impression que cette vidéo t'a donnée? C'est vrai que ça donne envie d'y être. Ça donne envie d'y être. Après, c'est vrai que souvent dans la culture, ce qu'on va craindre avec l'IA et avec les nouvelles technologies, c'est un peu de remplacer certains métiers. Et il y a des jeunes qui sont très talentueux au Sénégal, qui font de l'animation 3D, de l'animation 4D, qui font vraiment du motion design, etc. Donc parfois, le problème, ça peut être aussi, est-ce qu'on ne va pas aller remplacer ces métiers-là avec l'intelligence artificielle? C'est vrai que le rendu, il donne envie. Comme je disais, moi, j'ai envie d'être à Los Angeles là, pour voir les premiers matchs, en tout cas des Lions. Mais voilà, il faut toujours faire attention à ces aspects-là quand même. Sûr. Et Diagne? Moi, honnêtement, je pense que le Sénégal a frappé fort sur ce coup. Et le Sénégal a frappé fort, a montré son savoir-faire au reste du monde. Maintenant, pour rassurer Laura, comme on dit, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer des métiers, mais ceux qui vont pas disparaître, c'est ceux qui ne vont pas s'accommoder ou bien travailler avec l'IA. Parce que quand on regarde la vidéo, honnêtement, moi, ce qui me plaît le plus, tout à l'heure, c'est ce que suggérait Sis, c'est que tu te rends compte que les Sénégalais émettaient un peu des réserves. Moi, je pense que c'est le comportement des Sénégalais face à la technologie qui est comme ça, en fait. Alors que la vidéo, il y a toutes les nationalités du monde qui en ont parlé, en fait, sur les réseaux sociaux. Argentins, Mexicains, Sud-Africains. C'est beaucoup apprécié à travers le monde. À travers le monde, parce que c'est authentique, en fait. Genre, tu parles de la savane, du roi, du sélectionneur, du saltigué, tu vois un peu, c'est authentique, en fait. Et c'est ça qui a fait
réagir les gens, en fait. Et je pense qu'ils ont frappé fort, en fait, je pense. Ils ont frappé fort. En tout cas, c'est très symbolique, hein. 2 lions, 2 étoiles, l'entraîneur au milieu et notre grand lutteur Franck qui fait peur quand même, gardien suprême de notre coupe. Et les détails... Oui, c'est notre coupe. Et les détails, en fait, Aminata, ce qui est important de remarquer, c'est qu'avec l'IA, si tu n'es pas très précis dans tes prompts, en fait, les moindres détails, moi, je suis sûr que si les gens avaient vu des erreurs dans cette vidéo, ils allaient le souligner. Alors qu'en fait, tout est précis dans les moindres détails, en fait. Une chose, aujourd'hui, tout ce qui est contenu de l'IA, c'est du contenu qu'aujourd'hui, nous, en tant que créateurs, fournissons. Oui. Donc, je pense qu'en tant qu'Africains, on doit être en mesure de fournir du contenu type en fonction de nos pays, en fonction de l'architecture même de notre continent, pour que justement l'IA puisse représenter notre continent tel qu'il est. Et autre élément important également dans cette vidéo qui passe peut-être inaperçu, c'est qu'il y a des personnes qui ont été utilisées, qui ont servi un peu d'image de base. On parlera de Big Indao, par exemple, créateur de contenu. Il y a Franck Luther également qui a été utilisé. Aujourd'hui, il y a justement cette volonté de monnayer un peu ces différents talents-là. Et pour rappel d'ailleurs, il y a un membre de la fédération qui l'a rappelé d'ailleurs, ces profils-là n'ont pas reçu de paiement. Ils ont juste été avertis, ils ont donné leur accord, donc gratuitement. Ça, c'est de l'exploitation de droits d'image. Non, mais ils auraient dû être payés, c'est au minimum la vidéo. Peut-être qu'il y a justement, nos députés devraient penser à... Et ils devaient organiser un peu tout ça. Quoi, honnêtement. Ouais. Ça devait être encadré. En tout cas, il y a toute une symbolique derrière et ce n'est pas l'unique actualité du Digital Trend d'aujourd'hui parce qu'également, on va parler de Starlink avec les tarifs qui grimpent au Sénégal. Oui, 43% d'augmentation, ce qui s'est finalement avéré être une information qui va être annulée par Starlink tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a eu un grand tollé. D'ailleurs, 43% d'augmentation sur un prix, c'est trop. Mais ils ont dit qu'apparemment, c'était une erreur de communication. Certainement, la personne qui faisait les mails a mal listé un peu ses destinataires. Mais tout compte fait, aujourd'hui, Starlink s'aligne encore sur son prix de base et reste à ses tarifs habituels. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, cette erreur de communication, entre guillemets, n'arrive pas seulement à nos États ou bien à nos petites organisations. Les grosses organisations subissent cela. Ça peut être appelé erreur, oui, mais dans une certaine mesure, peut-être que ce n'est pas une erreur, c'était un test justement pour voir comment on allait se comporter par rapport au nouveau pricing proposé par Starlink, tant bien même que le débit proposé est excellent, etc. Mais aujourd'hui, il y a cette volonté-là de donner accès à un maximum de Sénégalais à la connectivité universelle, comme le rappelle un peu le ministère des Télécoms, etc. Donc, il est impensable aujourd'hui qu'il y ait une augmentation sur les tarifs. Et on passe maintenant à la rubrique culture avec Miss Culture, Laura. En 2024, nous avons ouvert cet espace-là, le Hub Artiste Doudanou, avec le collectif Kenou, et qui est un incubateur, qui est un consortium d'entreprises culturelles et qui justement travaille à mettre en place une petite économie de la culture, parce que la recherche, la création, c'est une chose, mais aussi l'exploitation de ça, la production, la diffusion et la rentabilité économique sont des questions importantes. Donc, ce qui a fait que quand on a lancé le Hub en 2024, c'est là où on a lancé la pétition pour des assises de la culture, parce qu'on suppose que l'indépendance, elle n'est pas terminée. Il y a d'abord l'indépendance politique, effectivement, économique, on attend de sortir du franc CFA, mais surtout, ce qui est plus important pour nous, c'est l'indépendance culturelle, parce que pour nous, elle est à la base d'une véritable indépendance. Donc aujourd'hui, le financement reste une question importante, parce que comme on le sait, il n'y a pas vraiment beaucoup de financements qui viennent de l'État, mais on peut le comprendre aussi, parce que dans nos pays qui font face à énormément de challenges, qui font face à énormément de difficultés économiques, on peut comprendre que pour certains dirigeants, en tout cas, la culture n'est pas une priorité. Ce que nous, on trouve que c'est une erreur, mais on peut le comprendre, parce qu'effectivement, quand il y a des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, des problèmes, on peut comprendre que les priorités aillent ailleurs. Mais néanmoins, on continue notre plaidoyer pour dire que la culture, elle est transversale, et que finalement, c'est le cordon ombilical qui relie, c'est le fil rouge qui relie tous ces secteurs-là pour une nation qui se fait vraiment indépendante. Et donc la véritable indépendance pour nous, elle est culturelle. Donc aujourd'hui, on applaudit quand on voit que le gouvernement met en place des états généraux de la culture. Quand même, on s'est battu des années pour ça et aujourd'hui, ça se met en place. Maintenant, la question reste comment ça se met en place, qu'est-ce qui va en ressortir. Mais ça, je pense que c'est un peu trop tôt pour en parler. Je pense que la première étape, c'est de dire bien, ça veut dire qu'il y a une oreille attentive, et que peut-être le plaidoyer de beaucoup d'acteurs culturels est entendu. Maintenant, on espère que vraiment des vraies décisions seront prises dans le fond. On espère que ce ne soit pas une manœuvre politique pour juste calmer les ardeurs
Donc c'est bien d'avoir un cadre réglementé, reconnu, parce qu'être artiste c'est important. Mais après la vraie question c'est à quoi sert la culture dans un pays au-delà du folklore et au-delà du divertissement. En disant quelle est la place de la culture dans nos contenus d'éducation, est-ce qu'on ose la rupture de fond, pas juste sur la forme. Est-ce qu'on ose les vraies ruptures de fond dans le système politique? Aujourd'hui, un Diola et un Sérère sont à la tête du pays et on entend toutes les crises qui vont avec. Je leur demande de revenir à l'histoire de Agen et Diambogne et de revenir au lien qu'il y a entre Diola et Sérère, qui devrait faire qu'aujourd'hui, on ne devrait pas entendre des problèmes comme ça, entre deux ethnies qui ont vécu ensemble depuis longtemps et qui a un pacte qui nous lie. Donc je pense qu'il y a un travail à faire avec les économistes, un travail à faire avec les anthropologues, les sociologues, aller voir aussi les savoirs ancestraux, les connaissances endogènes, les saltigués du Sine, le roi d'Oussouy, aller voir tous ces gens qui sont détenteurs de savoirs ancestraux et pouvoir les intégrer dans le processus de la refonte nationale. C'est la dernière partie du Refresh et aujourd'hui on parle du financement des projets artistiques aux revendications des acteurs culturels. Plusieurs voix appellent aujourd'hui à repenser la place de la culture dans les politiques publiques. Laura, n'est-ce pas? Effectivement, la culture comme arme de construction massive, c'est le manifeste qui est porté par les artistes du Hub culturel Artistes d'Oudanou depuis 2020, d'abord avec Kenoulab, le laboratoire des imaginaires, et depuis 2024 dans un nouvel espace riche, pluridisciplinaire, mais toujours aussi engagé. Entretien avec Sal Youssar et Ali Beta, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger sur les états généraux de la culture qui se tiennent du 18 au 22 mai sur l'ensemble du territoire national et l'état de financement du secteur. Donc, en absence de financement suffisant provenant de l'État, comment font aujourd'hui les artistes pour exercer selon toi? Eh bien justement, ce qui est prévu lors de ces états généraux, c'est vraiment d'engager une large concertation nationale afin de restructurer et dynamiser ces secteurs. Et comme on l'a entendu dans l'élément justement avec Ali Beta, ce qu'ils essayent de faire eux à leur niveau, par exemple, en tant que hub culturel, c'est de mettre en place une sorte de petite économie de la culture, parce qu'ils ont formé un consortium d'entreprises culturelles. Et ce qu'ils disaient, c'est que malheureusement, effectivement, les financements de l'État, c'est très peu. Donc pour beaucoup, en fait, ils n'en ont pas du tout. Et donc du coup, ils sont bien obligés en fait de trouver des alternatives. Donc comme il l'a dit, la recherche, la création, c'est une chose, mais aussi l'exploitation, la production et la diffusion, la rentabilité économique, ce sont des questions importantes. Donc voilà, c'est ce qu'ils essaient un petit peu de faire à leur niveau, mais ils ont demandé des assises nationales. C'est là où alors c'est de là qu'on est arrivé d'ailleurs aux États généraux. Donc on essaye de suivre, mais pour l'instant, bon, c'est le démarrage. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là, on ne pourra pas se quitter sans parler de l'agenda culturel, n'est-ce pas Laura? Alors déjà, on a 3 dates pour ce week-end à retenir, bon, comme d'habitude. Il y a une première date à retenir, c'est aujourd'hui même, ce samedi 23. Il y a un débat citoyen à l'occasion de la Journée de l'Afrique qui est célébrée chaque année le 25 mai. Donc là, avec un peu d'anticipation, c'est la décennie de l'Union africaine sur les réparations qui sont liées à l'esclavage et à la colonisation. Donc dans ce cadre, un grand débat citoyen a été organisé sur le thème devoir de mémoire, justice et réparation, bâtir un avenir juste pour l'Afrique. Donc ça sera à la Maison de la Presse Babacar Touré, mais également en ligne. Il y a également un week-end caribéen qui est organisé donc, entre Dakar et Gorée. Donc week-end caribéen Mémoire de Gorée, c'est par l'Institut français du Sénégal qui organise un week-end de rencontres qui est consacré aux mémoires caribéennes, aux héritages culturels et aux questions de transmission. Donc il y aura des débats, des discussions, des échanges, il y aura même une programmation pour les enfants. Et également, il y a eu hier soir une projection en plein air de l'avant-première du premier film Ouamé. Et c'est samedi 23 et dimanche 24, la 3e date du week-end, c'est l'Afro Dance Fest. Donc ce sont des workshops, jam session, battle, exhibition, workshops de coupé décalé notamment. Donc là, je te conseille Amina parce que je sais que tu es une grande danseuse. On attend quand même les images pour ce week-end. Et donc c'est ce samedi et ce dimanche. Les jurys, c'est le public, donc il faut venir soutenir les éléments. Et pour les annonces, on en a 2 pour cette semaine. Donc il n'y a plus que 15 jours pour candidater aux rencontres internationales des arts de l'oralité qui sont toujours ouvertes. Donc la date limite, c'est ce lundi 25 mai. L'édition placée sous le thème « Le patrimoine immatériel vivant au service de la paix et de l'inclusion ». Et pour la dernière date à retenir de cette semaine, on va aller du côté du Cap-Vert, parce que vous savez qu'on est toujours avec la sous-région. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore été au Cap-Vert depuis que l'émission a commencé. Donc c'est un casting qui est lancé sur l'île de Sao Vicente, voilà, c'est Amine Dello. Un nouveau casting que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la page KS Cinéma. Donc pour ceux qui sont dans l'acting et qui seraient intéressés, il y a un film qui va se tourner sur les îles paradisiaques du Cap-Vert en toute objectivité, bien sûr. En tout cas, c'est un agenda très riche, varié et surtout très intéressant pour tous ceux qui veulent se divertir. En tout cas, ce fut un grand plaisir, Laura. Merci Diagne. Merci Aminata. Merci Mohamed. Merci Ibou. Merci Amina. Ceci marque un terme à cette émission. En tout cas pour ce numéro, on se retrouve très bientôt pour un autre refresh de l'actualité africaine.
Sénégal.